Une poutre de M-Sol accrochée au plafond de la cuisine de MMEF, qu'est-ce que ça peut donner? Imaginez que vous ayez donc une poutre accrochée dans votre cuisine et cette poutre en fait va être soumise qu'à son poids propre. Eh bien, votre poutre va s'allonger et le point le plus bas de la poutre va s'allonger plus que les points qui sont encastrés au plafond, qui sont représentés ici avec un petit bandeau rouge. Donc ça, vous pouvez faire de la mesure expérimentale, par exemple avec une technique de corrélation d'image, et vous allez retrouver quelque chose qui ressemble à ça, c'est-à-dire que vous allez avoir un dégradé de couleur du déplacement nul jusqu'au déplacement maximal de votre poutre qui est pendue donc au plafond et soumise à son poids propre. Vous allez pouvoir également faire une mesure expérimentale et vous allez obtenir une courbe comme celle-ci, où vous allez en fait avoir le déplacement de n'importe quel point de la poutre en fonction de sa position initiale sur la poutre. Donc ça, c'est une mesure expérimentale. Le but de cet exercice est de retrouver cette valeur, en fait, cette forme de courbe et la fonction en fait associée à cette forme de courbe. Alors, pour pouvoir faire ça, eh bien, on va se placer tout d'abord dans le contexte de mécanique des milieux continus et on va mettre en place notre problème, donc la formulation forte qu'on a l'habitude de voir en mécanique des milieux continus. Donc, on a notre poutre qui est encastrée au point A et qui est libre à son extrémité au point B. On va avoir un repère suivant E1 dirigé vers le bas. Et ici, donc, on peut éventuellement se mettre dans le plan, mais le problème sera essentiellement un problème 1D. Alors, ça veut dire que tous nos tenseurs, en fait, qu'ils soient d'ordre 2, d'ordre 4, eh bien, auront en fait tous une seule composante. Le point courant qui va nous permettre de déterminer le déplacement donc de notre poutre en tout point, on va l'appeler G, et on va le repérer par rapport à son abscisse curviligne, par rapport au point A, et on va la nommer petit x. Normalement, si on était en mécanique des milieux continus, effectivement, on l'aurait plutôt nommé grand X parce que ce serait sa position initiale. Donc, ce point G ici va se déplacer d'une valeur U de X suivant E1, et ça, c'est donc le déplacement du point G après l'application de la charge, c'est-à-dire qu'après l'application du poids propre. Donc, on fait la première hypothèse de mécanique des milieux continus. On va faire l'hypothèse que le tenseur des contraintes, en fait, est aussi un D. Et donc, ici, il est fonction que d'une variable qu'on va appeler sigma A1 de x1 et porté par l'élément de la base E1 tensoriel E1. Grâce à la loi de comportement, on peut prendre par exemple la loi de Hooke, qui s'écrit comme cela, donc de manière intrinsèque. Eh bien, on peut calculer ce que vaut epsilon dans le cas de notre poutre posante en tout point de cette poutre. Ça va valoir 1 sur E fois sigma A1 E1 tensoriel E1. Le lien maintenant entre le déplacement et epsilon, eh bien, c'est dans la définition de epsilon. Epsilon, c'est 1/2 du gradient de U plus la transposée du gradient de U. Et cela va nous donner en fait en 1D quelque chose d'assez particulier puisque finalement vous allez avoir que epsilon va être égal à d de U sur dx porté par toujours E1 tensoriel E1. L'équation d'équilibre en tout point du volume va s'écrire divergence de sigma plus fd égale 0 parce que nous sommes en statique. Donc, traduit dans ce qu'on va avoir
voir ici dans notre problème, c'est-à-dire en 1D, eh bien, cette relation intrinsèque va donner la dérivée première de sigma A1 par rapport à x portée par E1, plus ρ, qui est la masse volumique de la poutre, G, la constante de gravitation portée par E1, et bien cette chose-là, ça doit être égal au vecteur nul. Donc on voit qu'en fait, étant donné qu'on est toujours suivant le même axe, ça revient exactement au même d'écrire cette relation-là sous forme scalaire, et de sigma A1 sur dx plus ρg égale 0. Si maintenant on utilise donc la relation de comportement qu'on a trouvée tout à l'heure, eh bien on peut réécrire cette équation d'équilibre sous la forme E, le module de Young, d de epsilon 1,1 sur dx, qui va être égal en réalité à E fois la dérivée seconde du déplacement par rapport à dx. Donc, cette chose-là va nous entraîner que notre équation va s'écrire cette fois-ci E dérivée seconde de U par rapport à x2, j'ai oublié le x2 ici, plus ρg est égal à 0. Donc ça, c'est une partie de la formulation forte de notre problème. Il faut rajouter des conditions limites. Alors, comme condition limite, eh bien, on sait qu'en B, nous n'avons pas d'effort. La surface est même une surface libre. Donc, cela suppose que sigma fois n doit être égal à 0. Ce qui se traduit donc en 1D par sigma A1 au point x égale L, qui doit être égal donc à E fois D2x, D2U sur D2x, le tout au point L doit être égal à 0. Donc ça nous dit que la dérivée de U au point L doit être égale à 0. La deuxième condition limite est donnée par l'encastrement en A, qui nous dit que pour x égale 0, eh bien, le déplacement est nul. Donc la formulation forte complète s'écrit trouver U éléments de L2 sur l'intervalle 0L tel que E U seconde plus ρg est égal à 0. Avec comme condition limite, eh bien, le fait que U de 0 doit être égal à 0 et U' de L doit être égal à 0. Voilà donc la formulation forte de notre problème. Si on reprend ce qu'on avait effectivement vu dans l'exercice de MMEF de la fiche de TD4, l'exercice numéro 2, eh bien, on a en réalité utilisé une formulation forte qui était moins alpha de x U' prime plus CU égale f de x, avec comme condition limite U de 0 égale 0 et U' de L, alors dans le problème c'était U' de 1, est égal également à 0. On avait trouvé que la formulation faible
peut s'écrire dans ce cas A de UV égale l'intégrale de 0 à 1 de alpha x U', V' plus CUV dx avec également L de V qui est égal à l'intégrale de 0 à 1 de FV dx. Donc ça, ce sont les deux éléments de notre formulation faible avec U élément de K tel que ce U appartient en fait à H1 sur l'intervalle dans notre exemple 0, 1 tel que U de 0 égale 0. Donc ça, c'est la condition de Dirichlet. Et également, on avait aussi V qui est aussi élément de K parce qu'en fait, on a une condition de Dirichlet homogène. C'est quel que soit V, élément de K. Donc ça, c'est ce qu'on avait trouvé. Et si vous regardez bien, eh bien, par rapport donc à notre exercice sur la poutre pesante, eh bien, il suffit de prendre alpha égale une constante qui est égale au module de Young, E, du matériau. On a F de X qui est égal également à une constante qui est égale à ρ G. Et on se place dans le cas particulier où on sait qu'on a à la fois une solution, parce qu'on avait montré que A de UU était elliptique en fait tout le temps pour C égale 0. Et on a montré aussi que pour C égale 0, A en fait est une forme bilinéaire symétrique. Ce qui veut dire que on va avoir une résolution possible de notre problème par minimisation de la fonctionnelle J de V qui vaut 1 demi de A de V moins LV. Voilà, donc à partir de là, eh bien, on va essayer de résoudre ce problème de plein de façons différentes et aussi en essayant d'approcher notre solution exacte, en projetant cette solution en fait sur différentes familles de bases libres, de façon à montrer que on peut très bien avoir des approximations distinctes de nos fonctions et qu'on devrait retrouver à quelque chose près, effectivement, la solution approchée ou exacte du problème. Dans un premier temps, on va résoudre notre problème avec la formulation forte. Donc c'est la première grande partie. C'est celle qu'on va faire qu'une seule fois, puisque c'est pas la peine de faire une projection. Ici, on devrait trouver, si on arrive à le résoudre, la solution exacte. Alors, il se trouve que ça va très très vite, puisque en fait, on a juste une dérivée partielle d'ordre 2. Donc, on a U' qui vaut moins ρg sur E x plus k, tout U de x, bien en fait, ça fait moins ρg sur E x carré plus kx plus m, une autre constante. La condition limite U de 0 égale 0 va nous entraîner que m égale 0 et U' de L qui est égal à 0 va nous entraîner que K doit être égal à ρgL sur E. Donc, notre solution exacte, c'est U de x égale ρgL
L carré sur 2E, facteur de 2x sur grand L, moins x carré sur L carré. Donc ça, c'est notre solution de référence qu'on va avoir systématiquement donc en ligne de mire. Quand on voudra approcher en fait cette solution, on va voir si on commet une erreur par rapport à cette solution qui a été résolue grâce à la formulation forte. Alors, tout de suite, on enchaîne sur la résolution avec la formulation faible. Donc, à partir de là, on va simplement donc reprendre ce qu'on avait fait dans l'exercice 2 et on va particulariser donc pour notre exemple. Donc, on va avoir pour la formulation faible A de UV qui va être égal à l'intégrale de 0 à L au lieu de 0 à 1, puisqu'on particularise pour notre exercice de U'V' dx, et L de V va être égal à l'intégrale de 0 à L de ρ GV dx. Donc le problème en formulation faible, s'écrit soit K, l'espace vectoriel des fonctions U, éléments de H1, 0L, tel que U de 0 est égal à 0, notre condition de Dirichlet, eh bien, il va falloir trouver U éléments de K, tel que, quel que soit V éléments de K également, eh bien, on est A de UV égale LV. Donc ici, en fait, en général, vous avez V0, mais ici, bien V0, c'est totalement équivalent à K, puisqu'on est avec des conditions de Dirichlet homogènes. Donc voilà la résolution avec la formulation faible. Et cette résolution avec formulation faible, eh ben, on va pouvoir la mener à bien, soit en utilisant la formulation faible elle-même, soit en minimisant la fonctionnelle J, car A est une forme bilinéaire symétrique. Alors on continue en fait à résoudre à partir de la forme faible, mais à partir de maintenant, il va falloir qu'on projette en fait notre solution qu'on recherche sur une base libre. La base libre qu'on va utiliser ici, c'est une base orthogonale. Qu'on a déjà vu, qui est composée donc de 1, x, x carré, etc. Alors, pour la commodité du calcul, on va s'arrêter en fait à x carré et du coup, ben, on risque de faire effectivement une approximation. Alors, sachant que on connaît déjà la solution et que la solution est en x carré, on ne devrait pas commettre une très grosse erreur, voire même pas commettre d'erreur du tout. Alors, dans cette base, on va considérer que notre U approché, ce U approché, alors je ne vais pas mettre un autre signe, je vais aussi l'appeler U pour simplifier, il va être de la forme U1x plus U2 x2. Alors, vous voyez que U0, en fait, je l'ai pris directement égal à 0. Pourquoi? Eh bien, pour répondre aux conditions de Dirichlet. De cette façon, effectivement, j'ai automatiquement, en fait, U de 0 qui est égal à 0. Ça, c'est normal, c'est parce que ma fonction approchée, je la prends aussi, en fait, dans l'espace des fonctions K. Donc, du coup, c'est pas la peine que je cherche le coefficient qui est devant le 1 de la base, il vaut forcément 0. Si je veux donc également définir un vecteur quelconque, une fonction pardon, quelconque v, je l'écrirai sous la forme v1x plus v2x carré.
Et bien maintenant, en fait, pour pouvoir faire la résolution à partir de la forme faible, il suffit d'appliquer en fait les calculs. Donc on va calculer A de UV moins L de V, et ça, on va l'égaler à 0. Donc, on y va. C'est un petit peu long comme calcul, mais il suffit de développer en fait, hein. Ça va nous donner donc L cube facteur de 4 tiers de E U2 V2 moins 1 tiers de ρ G V2 plus L carré facteur de E facteur de U1 ensuite V2 plus U2 V1 moins 1 demi de ρ G V1. Donc ça, c'était le terme en L carré, et il nous reste un terme en L qui vaut L fois E U1 V1, et donc le tout doit être égal à 0. Alors donc cette expression, on va la factoriser par V1 et V2. Donc cette même expression, si on la factorise par V1 et V2, on va trouver que A de UV moins LV, cela va être égal à V1 facteur de U2E moins ρ G sur 2 le tout facteur de L carré plus E U1 L plus V2 facteur de 4 tiers U2E moins ρ G sur 3 facteur de L cube plus E L carré facteur de U1. Et le tout doit être égal à 0. Donc ça, c'est ce que j'appelle l'expression étoile. Et ce qui est intéressant dans la forme faible, et c'est là en fait que réside toute la force de la forme faible, c'est que étoile doit être vraie, cette expression doit être vraie, quel que soit V, donc forcément, quel que soit V1 et quel que soit V2. Donc si cette expression doit être nulle, quel que soit V1 et quel que soit V2, eh bien ça veut dire que les termes qui sont là, celui-ci et celui-ci, doivent forcément être égaux à 0. Donc du coup, on obtient un système d'équations à deux équations, deux inconnues. On résout ce système. Et on a directement U1 qui est égal à ρ GL sur E et U2 qui est égal à moins ρ G sur 2E. Si on écrit maintenant donc ce que vaut notre champ de déplacement U de X, eh bien ça fera ρ GL carré sur 2E facteur de 2x sur L moins x carré sur L carré. Alors ça, eh bien, c'est assez formidable parce qu'on voit que notre solution approchée, en fait, est strictement égale à notre solution exacte de notre problème qu'on avait obtenu en résolvant donc le problème avec la forme forte. Donc, on est dans un cas idéal où la base de projection est strictement équivalente à arriver à la solution exacte. Alors, on va maintenant faire une résolution avec la forme variationnelle. Donc, on va minimiser J de V, qui est égal à 1 demi de A de V moins LV. Et on va encore une fois donc utiliser effectivement
une approximation donc de V qui va être égale à V1x plus V2 x carré. Pour la même raison, hein, n'oubliez pas que V doit être élément de K pour respecter en fait les conditions limites de Dirichlet. Donc, on fait le calcul. J de V, ça va être 1 demi de E, l'intégrale de 0 à L de V' carré dx, moins rho G, l'intégrale de 0 à L de 1 fois V dx. Donc, à la fin, vous allez trouver, une fois que vous avez fait tous vos calculs, vous allez trouver ou développer en fait tout ça. Alors, je peux le faire déjà dans l'étape intermédiaire et puis je fais une seule étape intermédiaire. Ça va vous donner l'intégrale de 0L de V1 plus 2 V2 x1, le tout au carré. Ça, c'est V' en fait. Voilà, dx, moins rho G, l'intégrale de 0 à L de, il reste que V ici, c'est-à-dire V1 x plus V2 x carré dx. On continue à développer et on va obtenir à la fin 1 demi de E, on intègre bien sûr, donc de V1 carré L plus 4 tiers de V2 carré L cube plus 2 fois V1 V2 facteur de L carré moins rho G facteur de V1 sur 2 L carré plus V2 sur 3 L cube. Voilà, donc on a l'expression complète de notre fonctionnel et c'est cette fonctionnelle-là qu'on doit minimiser. Donc ça, c'est un résultat intermédiaire. Pour pouvoir minimiser, trouver le minimum de cette fonctionnelle, ce qu'on va faire, on va tout simplement dériver cette fonctionnelle par rapport à notre premier paramètre, donc V1. Et si on fait ça, on va trouver que c'est égal à 2 fois V2 moins rho G L carré sur 2 plus E fois V1 fois L est égal à 0. Alors on l'égale à 0 parce qu'on cherche en fait un extrémum. Et ensuite, on va chercher la dérivée par rapport à V2. Et là, on va tomber sur une autre équation qui est 4 fois E V2 moins rho G sur 3 facteurs de L cube plus E V1 L carré égale à 0. Eh bien, c'est terminé. On a donc deux équations et deux inconnus. On résout le système et on obtient V1 qui est égal à rho GL sur E et V2 qui est égal à moins rho G sur 2E. Ce qui nous permet d'écrire que notre solution V de x est égale à rho GL carré sur E facteur de 2x sur L moins x carré sur L carré. Et donc là, encore une fois, eh bien, on va retrouver la solution de la formulation forte. Donc ici, nous sommes dans un cas où la solution de la formulation forte, la solution de la formulation faible et la solution de la formulation variationnelle donc donnent exactement le même résultat. On va carrément changer maintenant et nous allons passer, voilà, hop, nous allons passer en fait à
l'utilisation d'une autre base d'approximation pour approximer notre solution exacte. Alors bien sûr, en général, on ne s'amuse pas à refaire un calcul quand on a trouvé une aussi belle solution qui correspond parfaitement à la solution de la forme forte, hein. Là, c'est juste pour démonstration. On va utiliser la base de Fourier, mais on va utiliser la base de Fourier qui va répondre en fait à notre condition de Dirichlet qui est U de 0 égale à 0. Donc cette base de Fourier, elle est composée de plusieurs éléments qui vont valoir sinus de npi moins pi sur 2, le tout facteur de x sur L, et on va avoir n qui va varier de 1 à 2, alors toujours pour les mêmes raisons pratiques, hein, on va éviter d'avoir trop de vecteurs de notre base donc, à utiliser, donc on va en prendre que 2. Ce qui veut dire que concrètement, U de x va être approximé par U1, que je ne connais pas, sinus de pi sur 2, si je fais le calcul complètement, fois x sur L, plus U2, facteur de sinus de 3 pi sur 2, facteur de x sur L. Donc bien sûr, on pourrait continuer à mettre plus d'éléments derrière, on serait encore plus précis. On va s'arrêter en fait juste à cela. Alors bien sûr, on a toujours la forme faible qui est là, hein. Donc A de UV est toujours la même chose, hein. Je le rappelle juste ici parce qu'on va l'utiliser, c'est l'intégrale de 0L de U' V' dx, et L de V, c'est toujours égal à l'intégrale de 0 à L de ρ G V dx. Si on veut donc éventuellement, on a besoin d'une autre fonction qu'on va appeler V, hein, ben on va l'appeler pareil, hein, V de x, on va l'appeler V1 sinus de pi sur 2 x sur grand L, plus V2 de sinus de 3pi sur 2 x sur grand L. Alors, on va faire comme tout à l'heure, on va commencer par la résolution avec la forme faible. Alors, quel que soit V, eh bien, on doit avoir A de UV moins LV égale à 0. On y va, on calcule A de UV et on trouve que ça nous donne E pi carré sur 8L, facteur de U1 V1 plus 9 U2 V2, moins 2 ρ G sur 3pi, facteur de 3V1 plus V2, facteur de L. Le tout doit être égal à 0. Donc ici, vous avez LV, et ici, vous avez A de UV. On factorise comme tout à l'heure par V1 et V2. Et cette expression étoile-là va devenir alors là, c'est encore plus facile, E pi carré sur 8L U1 moins 2 ρ GL sur pi facteur de V1 plus 9 E pi carré sur 8L U2 moins 2 ρ GL sur 3pi facteur de V2 est égal à 0. La force de la formulation faible, elle est là. C'est que ce résultat-là doit être vrai, cette expression doit être vraie, quel que soit
V1, V2, c'est-à-dire quel que soit V. Donc, ça entraîne qu'on a une équation ici, une équation là. On a deux équations, deux inconnues. Eh bien, en fait, ici, il n'y a même pas de système à résoudre puisqu'on a directement la réponse. Ça va nous donner que U1 doit être égal à 16 L carré sur E pi cube rho G et U2 qui doit être égal à 16 L carré sur 27 E pi cube rho G. En conclusion, la solution approchée qu'on a trouvée vaut 16 rho G L carré sur 27 E pi cube, facteur de 27 sinus pi x sur 2L, plus sinus de 3 pi x sur 2L. Alors là, on s'aperçoit qu'effectivement, notre solution approchée n'est pas la solution exacte, qui est une solution polynomiale. Si on fait le calcul de l'erreur, on va s'apercevoir qu'on a une erreur entre les deux qui est de l'ordre de 10 moins 10. Donc, on a une erreur extrêmement faible entre les deux. La deuxième façon de faire cette résolution, eh bien, on va la réaliser avec la minimisation de J. Donc, J, on va prendre J de U, tiens, pour changer un petit peu, ben, c'est 1 demi de A de U, U moins L de U. Donc, on va calculer ce terme-là. Ça vaut E pi carré, facteur de V1 carré de, pardon, facteur de U1 carré plus 9 U2 carré sur 16L, moins 2 rho G, facteur de 3U1 plus U2 sur 3pi L. De la même façon, pour rechercher le minimum, on va dériver J par rapport à U1. Et là, ça va nous donner E pi carré U1 sur 8L, moins 2 fois rho GL sur 3pi, qui doit être égal à 0 si on veut chercher un extrémum. Et la dérivée donc, de J par rapport à U2, ça nous donne 9E pi carré U2 sur 8L moins 2 rho GL sur 3pi qui est égal à 0. Alors vous constatez qu'on retrouve en fait le même système d'équation. Donc forcément, on va retrouver la même solution. U1 va être égal à 16 L carré rho G sur E pi cube et U2 va être égal à 16 L carré rho G sur 27 E pi cube. Donc, notre solution approchée va être égale à 16 rho G L carré sur 27 E pi cube, le tout facteur de 27 sinus pi x sur 2L plus sinus de 3 pi x sur 2L. Et on retrouve effectivement la même forme approchée que ce qu'on a trouvé avec la forme faible. C'est fini.